On va passer maintenant aux expériences menées à Bruxelles. Et donc, on va commencer par Isabelle Verbist de Passage. Bonjour, donc en fait je suis Sylvie Graff, je représente Passage, je remplace Isabelle Verbist. Donc merci pour l'invitation. Donc pour commencer depuis le début, Passage c'est un habitat groupé avec un projet de vie qui est la mise en place d'un habitat groupé qui est là pour soutenir, accompagner une maison de naissance et une maison de mourance. Donc c'est vraiment un projet global de vie du début à la fin. Et c'est un projet qui est porté depuis le début par Isabelle Verbist. Elle a vite été retrouvée par pas mal de personnes et maintenant il y a vraiment une vraie communauté autour de Passage. Je crois qu'ils réfléchissent à leur projet de habitat groupé, je crois, depuis les années 2008. Et en 2018, ils ont eu la chance de pouvoir monter dans le projet Calico, qui est un projet européen, qui était un projet en partenariat avec le CLTB, Angela D, et financé du coup par l'Union européenne, mais aussi par la région bruxelloise au niveau du logement, soutenu par la commune de Forêt, en collaboration aussi avec l'université. Et le projet Calico, c'est un projet où on met plusieurs associations ensemble pour réfléchir à un vivre ensemble. Donc vraiment, c'est un projet de vie qui est centré sur le care, sur le prendre soin les uns des autres. Donc Passage rentrait vraiment très très fort dans ce projet-là. Et c'est un projet qui est avec 34 habitations, 34 unités d'habitation, desquelles, de ces 34 passages, on a 10 en habitat. Calico a été inauguré en 2021. Donc en 2021, les habitants se sont installés. Et nous avons donc, du côté de Passage, 10 appartements qui sont habités en famille, etc. Comment est-ce qu'on a monté toutes ces structures au niveau habitat groupé? Il y a eu des grandes discussions au niveau de Passage pour savoir comment est-ce qu'on allait faire pour créer cet habitat. Et après toutes les discussions en groupe, par rapport aux personnes qui étaient là depuis le début, on a décidé de mettre en place une coopérative d'habitants. Pourquoi une coopérative d'habitants? Parce que, mais comme c'était mentionné pour le projet SICA, on voulait pas de copropriété, parce que la coopérative devait vraiment préserver les valeurs et le projet de Passage, qui est donc d'être un habitat en soutien à une maison de naissance, à une maison de mourance. Et le risque d'une copropriété, c'est il y a quelqu'un qui s'en va, on revend l'appartement et la personne suivante dit oui, bien sûr, et puis finalement ne rentre pas dans les valeurs ou dans la logique du projet de Passage. Et donc il y a vraiment tout un processus de sélection des futurs habitants par rapport au projet dans lequel ils s'investissent. Et dans lequel il y a énormément de réunions aussi, parce que c'est un habitat groupé, qui est dans un habitat Calico, donc il y a vraiment beaucoup de rencontres entre tous les habitants du groupe. Pourquoi une coopérative aussi? Mais parce qu'on voulait un projet de mixité sociale et de pouvoir du coup avoir des appartements de qualité qui étaient accessibles à des gens qui n'avaient pas nécessairement les moyens d'aller chercher de l'argent auprès de la banque, parce que trop âgés, parce qu'on voulait un habitat intergénérationnel, et donc certaines personnes n'ont plus accès à des prêts bancaires, ou bien par rapport à des personnes qui n'ont pas accès financièrement par rapport à leurs ressources propres. Donc c'est un habitat intergénérationnel. On a des personnes de plus de 80 ans et des familles avec jeunes enfants. Et voilà, ça c'est vraiment chouette. Et mixité sociale, on a réussi à mettre en place donc 10 habitats, dont 3 habitats qui sont AIS. Donc vraiment avec des personnes qui finalement n'auraient pas accès à ce genre d'habitat facilement à la base. On voulait aussi une flexibilité au niveau de la mobilité interne des habitats. On ne l'a pas encore mis en pratique, mais en tout cas l'idée est là, c'est un habitat intergénérationnel
Possiblement, les gens qui sont là avec enfants, à un moment donné, les enfants vont partir, mais les parents vont peut-être vouloir rester, mais ils n'auront plus besoin d'un appartement 3 chambres. Ils vont peut-être pouvoir bouger du coup dans un appartement 1 chambre ou 2 chambres et laisser l'appartement 3 chambres à une nouvelle famille qui va venir avec des jeunes enfants et donc garder cette potentialité d'intergénérationnalité au cours du temps. On verra bien comment on arrivera à le mettre en pratique, mais en tout cas l'idée est là clairement. Et donc ça c'est le pourquoi de la coopérative. Comment est-ce qu'on a monté ce projet de coopérative? Tous les habitants sont locataires. Donc les habitants ne sont pas propriétaires de leurs appartements, c'est la coopérative qui est propriétaire des appartements, mais tous les habitants sont coopérateurs, même les habitants AIS. Donc il suffit d'acheter une part en tant qu'habitant et on est coopérateur, mais c'est que tout le monde se sente concerné par la coopérative. Vous ne voulez pas faire de différence entre les appartements AIS ou les appartements non AIS. Tout le monde a le même droit de discussion par rapport à la coopérative. On a créé des statuts grâce au soutien du SAOEB. On a eu des grandes discussions par rapport à ça, d'ailleurs avec Shadi. Et on a créé au niveau de nos statuts 4 groupes de coopérateurs. On a un premier groupe de coopérateurs qui est le coopérateur passage, qui est le garant pour s'assurer que la coopérative continue à fonctionner dans l'idée pour laquelle elle a été créée de soutien aux maisons de naissance et maisons de mourance. Et donc c'est le seul coopérateur qui a une sorte de droit de veto. Si jamais la coopérative change d'orientation, passage pourrait mettre le holà. On a les coopérateurs habitants, qui sont les coopérateurs principaux. C'est la plus grande catégorie de nos coopérateurs. Et on a 2 autres catégories de coopérateurs qui sont coopérateurs investisseurs et coopérateurs sympathisants. Les différences là, c'est plus au niveau du type des possibilités de recevoir des intérêts lorsqu'il y a des bénéfices ou pas par rapport à ces catégories-là. Donc, c'est une coopérative d'habitants avec la possibilité d'avoir des investisseurs externes dans la coopérative. Moi, par exemple, je ne suis pas habitante, je suis coopératrice sympathisante. Donc là, c'est les différents statuts. Au niveau des statuts, oui, ça c'est bon, j'ai dit. Au niveau du montage financier, on a eu la chance du coup d'être dans le projet Calico, qui était un projet du coup avec le CLCB et CLTB, et donc on est avec le processus de démembrement. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Donc c'est clair que nos 10 appartements, on les a eu moins chers que si on les avait eus de nous-mêmes directement sur Bruxelles. Donc on a clairement bénéficié de cette possibilité-là. Mais aussi, du coup, au niveau de la recherche des financements, la règle qu'on avait mise d'ouverture par rapport aux futurs habitants, c'est qu'ils devaient apporter minimum 30% de la valeur de l'appartement qu'ils allaient habiter. Ça, c'était la règle de base pour pouvoir avoir une première idée de savoir qui pouvait rentrer ou pas et quelle était notre base financière, avec possibilité de dérogation par rapport à ces 30%, qui était, si jamais il y a quelqu'un qui est vraiment porteur des valeurs de passage, qui est vraiment impliqué dans le projet, mais qui n'a pas les moyens d'investir dans le projet, le groupe d'habitants peut très bien décider, c'est pas grave, on le prend quand même. Parce que ce qui tient vraiment ce projet, c'est les valeurs qu'il y a derrière. Et donc, il y a eu des discussions par rapport à certaines personnes qui sont rentrées, mais l'idée, c'était pas de dire « Ok, je rentre, mais j'ai de l'argent à côté, mais je ne veux pas l'investir ». C'était vraiment ça la réflexion de base par rapport aux 30%. Donc, on a eu cette réflexion-là. On a eu le soutien de Crédal pour le prêt hypothécaire. Et donc, on a un emprunt auprès d'eux, et ils sont également coopérateurs investisseurs dans notre coopérative. Ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, on peut discuter avec eux
en tant que partenaire réel de la coopérative. Ils participent à notre AG et on a des discussions ouvertes avec eux par rapport à des questionnements qu'on a sur nos statuts, sur nos réflexions financières. C'est une vraie relation de confiance qui est assez intéressante. Oui, j'ai presque fini. Et oui, et puis sinon aussi, du coup, on a les habitants qui ont donc apporté les 30%, et on est allé chercher de l'argent auprès de prêts particuliers. Donc là, on avait les prêts proxy qui sont à Bruxelles, je crois que ça existe aussi au niveau wallon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, et donc là, on a eu un chouette retour de la population par rapport à ça. Beaucoup de gens proches, évidemment, des futurs habitants, mais aussi des gens qu'on ne connaissait pas, qui ont soutenu le projet, et des prêts de personnes plus proches qui ne pouvaient pas qui ne pourraient pas nous financer via le prêt proxy, mais qui ont financé autrement. Donc, ce qui fait qu'au fait, auprès de Crédal, on a été chercher 43% de la valeur de des 10 appartements, ce qui fait que nos loyers sont assez faibles finalement, parce qu'on n'a pas une grosse charge de remboursement. Ce qui est intéressant, puisque l'objectif, c'était de pouvoir avoir des appartements de qualité à un prix raisonnable pour des gens qui n'avaient pas nécessairement accès à des appartements pour ce genre de prix-là. Donc pour une idée, au début, donc maintenant, depuis 2021, bon, il y a eu quelques indexations, etc. Mais nos appartements, une chambre était à 600 €, nos appartements 2 chambres à 750 et nos appartements 3 chambres à 900 €. Donc par rapport au prix de Bruxelles, c'est quand même assez compétitif, si on peut parler de ça ici. Et donc ça permet vraiment aux gens d'avoir un équilibre. Ils sont propriétaires d'une coopérative, ils doivent continuer à payer un loyer, mais le loyer est vraiment intéressant par rapport à aux appartements dans lesquels ils sont. Ouais. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant au partage d'expérience par Cédric Mailleux, directeur général de Comencia, une société de logement social ayant la forme de coopérative de locataires. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi d'être ici pour vous parler de Comencia. Plaisir encore renforcé puisque j'ai été étudiant ici il y a quelques années, une vingtaine d'années, et que se retrouver de ce côté-ci, ça donne une autre perspective à cet auditoire. Nicolas Bernard était déjà là, pas encore professeur, mais jeune assistant prometteur. Et donc, c'est un plaisir d'être ici. Alors, Comencia, effectivement, comme Isabelle l'a dit, Comencia est une société immobilière de service public qui est agréée par la SLRB et qui est donc le fruit d'une fusion. Vous savez que le logement social a connu des fusions il y a une dizaine d'années et donc nous sommes le fruit d'une fusion qui était une absorption d'Assam, la plus grosse des sociétés, et qui a absorbé 3 autres sociétés, le Home familial et la Cité moderne, qui étaient toutes les 3 des coopératives de locataires. Assam, elle, n'était pas une coopérative de locataires à la base. Alors évidemment, comme société immobilière de service public, nous sommes soumis à tout le cadre législatif et réglementaire du logement social, le code bruxellois du logement, bien sûr, tous les arrêtés du gouvernement, le plus important étant l'arrêté locatif, les circulaires de la SLRB, donc ça veut dire qu'effectivement nous sommes soumis à toutes les règles qui concernent l'attribution des logements. Et donc, les locataires qui arrivent chez nous ne sont pas des locataires qui ont choisi la coopérative, mais ce sont des locataires qui se sont inscrits sur la liste d'attente et qui ont dû attendre d'être en ordre utile sur la liste d'attente avec les points de priorité pour pouvoir intégrer notre coopérative. On est évidemment soumis au contrat de gestion. Le contrat de gestion, c'est en 2 étapes. Il y a d'abord une première étape qui est le contrat de gestion entre le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale qui fixe les objectifs régionaux à la SLRB, donc Société du logement de la région bruxelloise, et puis la SLRB, qui est la tutelle des CS6, négocie avec nous et avec notre fédération le contrat de gestion de niveau 2 qui, dès lors, nous donne
les objectifs de la SLRB qui viennent en grande partie du gouvernement. La SLRB donc, est notre organe de tutelle qui a 3 missions. La plus importante, c'est le contrôle de nos actions. Il y a notamment le délégué ou la déléguée sociale qui est présent dans notre société régulièrement et qui donne son visa sur notamment l'attribution des logements sociaux. Donc on doit respecter la législation, mais on a vraiment quelqu'un qui nous suit au quotidien pour être certain que la législation est bien respectée. La SLRB, évidemment, finance nos investissements, c'est notre banque, et elle finance aussi une partie de notre fonctionnement. Et puis, elle nous amène aussi un soutien à notre action, notamment par des conseils juridiques. Alors, la première particularité de Comencia, c'est d'être une coopérative de locataires. Il y a 16 CISP en région bruxelloise suite aux fusions, et il y a aujourd'hui 12 CISP qui sont dites plutôt communales, avec des actionnariats publics majoritaires ou totalement. Et puis, il y a 4 coopératives de locataires qui ont des degrés différents de pourcentage de locataires qui sont actionnaires. Au sein de Comencia, nous avons un actionnariat qui est particulier. Nous avons évidemment 50% plus 1 qui sont réservés aux locataires. Et puis nous avons ce qu'on appelle des actionnaires particuliers qui doivent être, d'après les statuts, au minimum de 25% dans notre actionnariat. Et donc ces particuliers, ce sont soit des personnes qui ont hérité de part des sociétés précédentes, donc il y a une part qui est liée à l'historique, mais il y a aussi des nouveaux actionnaires particuliers qui nous rejoignent dans cette idée effectivement de soutenir le projet, d'amener une expertise. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont une vocation à être actionnaires particuliers chez Comencia, ils sont bien sûr les bienvenus. Que ce soit les locataires ou les particuliers, nos actions ne sont pas à des prix très importants. Donc les locataires, pour devenir actionnaires, doivent prendre 4 parts à 25 € et en libérer 25%, donc ça coûte en tout 25 €. Et pour les particuliers, c'est en général une part qui est acceptée par le conseil d'administration, donc c'est 6,25 € pour devenir membre de notre actionnariat. Nous avons aussi des actionnaires publics avec un maximum fixé par les statuts à 23%. C'était une demande lors des fusions à la fois des locataires et des particuliers de ne pas avoir un actionnariat public trop important. Et autre particularité, nous avons aussi des membres du personnel qui peuvent devenir actionnaires. Et donc nous avons un peu plus d'1% de nos actions qui sont détenues par des membres du personnel. Notre deuxième particularité, c'est que nous sommes présents sur 15 communes, avec beaucoup de logements sur Anderlecht et Berchem, mais effectivement nous sommes sur 15 communes, et des logements qui ont une variété très différente, puisque nous avons 3335 logements au 1er janvier. Et elles vont des maisons unifamiliales dans les cités-jardins à des tours, parc du Peterbos ou à Inderenveld à Berchem-Sadagat, où nous avons jusqu'à 106 logements dans un seul immeuble, avec des maisons aussi avec des tailles très différentes, de 3 à 8 chambres. Alors pourquoi est-ce que nous sommes une coopérative de locataires? Eh bien, c'est un choix qui a été réalisé lors de la négociation de la fusion. Et les 3 sociétés absorbées étaient déjà des coopératives et souhaitaient rester des coopératives. Et il y avait une volonté profonde de faire perdurer et de renouveler quelque part ce modèle de coopérative de locataires. Et puis il y avait cette croyance profonde aussi dans les acteurs de la fusion que ce statut de coopérateur locataire pouvait jouer un rôle dans l'émancipation sociale voulue du locataire. Alors, Comencia, d'où ça vient? Eh bien, en fait, Comencia, le co, c'est la coopérative, la coopération. Men, c'est la personne, l'humain. Donc, l'idée vraiment de mettre la personne humaine au centre de la coopérative. Et puis le ya, oui, pour être dans quelque chose de positif. Alors, les défis rencontrés, c'est évidemment d'abord qu'il y a les coopératives de locataires, historiquement, sont des endroits où les coopérateurs se réunissaient pour pouvoir gérer leur parc de logement, et donc ils se réunissaient de manière volontaire. Ici, ces coopérateurs historiques qui étaient convaincus du bien fondé de la coopérative, mais la démographie fait qu'au fur et à mesure, mais malheureusement, ils partent. Et puis, cette fusion avait été imposée par le politique, et donc les coopératives de locataires, elles aiment bien décider
par elles-mêmes, c'est les coopérateurs locataires qui veulent décider de leur avenir. Et ici, cette fusion a été imposée par le pouvoir politique, et donc évidemment, ça a créé une grosse difficulté. Et puis évidemment, cette fusion, vous avez vu 3300 logements aujourd'hui, il y a 15 communes, donc il y a un éloignement important entre la société et son siège social et les locataires. Donc il faut travailler là-dessus, c'est un gros défi. Il y a l'arrivée de nouveaux coopérateurs. Donc, je l'ai dit, on gère 45 000 dossiers de candidature au logement social. Et les personnes qui inscrivent Comencia dans la liste des sociétés qui les intéressent, ce n'est pas parce qu'on est une coopérative de locataires, c'est parce qu'on a beaucoup de logements, qu'on est dans plein de communes et que les gens ont envie d'avoir un logement social le plus vite possible. Et donc, c'est une fois qu'ils sont là que nous, on doit trouver les moyens de les amener à la philosophie coopérative et à l'esprit coopératif. Et puis nous avons aussi des difficultés administratives qui sont liées au statut d'administrateur, puisque beaucoup de nos locataires sociaux sont avec des revenus de remplacement, mutuelles, CPS, chômage, et que tous ces organismes ne voient pas toujours d'un bon œil qu'ils puissent s'impliquer, notamment comme administrateurs de notre société. Pour essayer de répondre à ce défi de l'esprit coopératif, de le faire insuffler chez les coopérateurs locataires, nous avons développé un service qu'on a appelé le service de proximité. Et l'objectif de ce service, c'est d'abord d'être un relais administratif à travers des permanences décentralisées, c'est-à-dire d'être vraiment sur le terrain au plus proche des locataires, en tout cas dans les quartiers où on a beaucoup de logements. Leur deuxième mission, c'est de pouvoir développer le lien social dans les quartiers. La troisième mission, c'est de développer évidemment le statut de coopérateur locataire et, lié à ça, d'amener les coopérateurs locataires à s'investir pour l'amélioration et la réappropriation du cadre de vie. Et enfin, la dernière mission, c'est de pouvoir développer des ponts de communication entre les services de Comencia et les coopérateurs locataires. Alors, plusieurs axes de travail. L'axe de travail principal, c'est les projets collectifs qui sont faits par et pour les coopérateurs locataires. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de notre travail social, c'est de dire que nous, on ne prend pas tout en charge. Et donc il faut aussi qu'il y ait des projets qui viennent des coopérateurs locataires. Donc on ne fait pas tout de A à Z, mais on est là pour accompagner, on est là pour aider, mais il faut aussi qu'il y ait une volonté et une envie des coopérateurs locataires de s'investir dans un projet. On le fait à travers nos pôles de proximité, mais on peut aussi le faire hors pôle dans les quartiers qui n'en ont pas. Ce que l'on fait souvent, c'est que l'on fait aussi chaque année un appel à projet. Donc cet appel à projet, c'est une somme d'argent que la coopérative décide de mettre en commun et de mettre sur des projets qui seront portés par les locataires. Et donc ils peuvent rentrer, ils ont 2 mois pour rentrer un projet qui concerne leur quartier. Et il y a un jury qui est composé notamment des membres du conseil d'administration de Comencia qui sont des administrateurs locataires et qui peuvent participer dès lors à la décision sur comment est-ce qu'on répartit ce budget. Et puis il y a ce qu'on appelle l'éco-gélo, mais je vais y revenir dans un instant. Ce qu'on essaye aussi de faire dans ce service proximité, c'est d'avoir aussi un accompagnement dans les travaux. On a parlé beaucoup des travaux et de la nécessité de pouvoir rénover notre parc de logement. Évidemment, quand les locataires sont dedans, ça amène une série de difficultés. Donc on est là aussi pour essayer d'accompagner au mieux le locataire dans les périodes difficiles des travaux. Et une cellule cadre de vie et environnement qui essaye aussi de pouvoir travailler sur la problématique de la propreté, des encombrants de manière générale. Alors, 2 choses particulières que nous avons développées. D'abord, c'est ce qu'on appelle les COGELO, donc des comités de gestion locales. Ce sont des lieux de gestion participative qui sont décentralisés et qui sont composés de groupes de locataires réguliers. Et l'idée, c'est que ces groupes de locataires puissent identifier les besoins du quartier, les besoins de leur immeuble, et qu'ils puissent ensemble envisager des actions pour améliorer leur cadre de vie. Les objectifs qui sont derrière ces COGELO, c'est de pouvoir favoriser la participation des coopérateurs locataires à la vie de leur quartier et à l'amélioration de leur cadre de vie. C'est qu'ils puissent donc s'impliquer dans la coopérative et qu'on puisse aussi améliorer la communication au sein de Comencia entre les locataires entre eux, mais aussi locataires et travailleurs, la structure. On veut aussi pouvoir, par cette manière-là, valoriser les initiatives qui viennent des locataires et qui ont souvent beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, mais qui ont besoin d'être un petit peu accompagnés pour arriver à le développer. Et puis on veut vraiment aussi avoir cette idée
au sein de la coopérative et au sein des travailleurs, de pouvoir favoriser l'écoute des besoins des locataires et partir des besoins des locataires pour développer notre vision stratégique. Et donc les missions de Secogelo, c'est de mobiliser l'ensemble des habitants du quartier autour des questions qui les concernent, c'est favoriser la convivialité et la rencontre. On a aussi prévu qu'ils puissent émettre des avis au conseil d'administration, soit d'initiative, soit à la demande du conseil d'administration lui-même, et qu'ils puissent définir des pistes de solutions pour améliorer le bien-être dans le quartier. Et enfin, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent prendre certaines décisions par délégation des organes de gestion. Ça, il faut qu'on arrive toujours à bien encadrer. Mais l'idée, c'est vraiment de donner une part importante dans la prise de décision, parce qu'il n'y a pas de participation citoyenne qui est valable s'il n'y a pas, à un moment donné, une possibilité de prendre des décisions et de s'impliquer fortement. Et puis, une autre manière de faire, c'est la maison coopérative. C'est un projet pilote qui a été développé à Evere et on a réussi à en lancer une seconde au Verregat à Laken. L'idée, c'est d'avoir une maison, ça se fait surtout dans les cités-jardins du coup, c'est vraiment une maison qui n'est plus un logement, mais qui devient un bien commun du quartier. Et donc, on le met à disposition d'un groupe d'habitants qui s'organise sous la forme d'un comité de gestion. Et donc, ce comité de gestion gère la maison, il gère les projets qui se font dans la maison, et il est normalement composé de toutes les personnes qui sont porteuses de projets. Et donc, ici, à Evere, on a une dizaine de projets qui coexistent et qui sont très variés. Il y a une école de devoirs, il y a une brigade de jeunes qui organise la propreté dans le quartier, il y a des offres contre l'isolement, il y a un potager collectif, il y a un rucher l'univers, il y avait même un projet de poulailler dans le jardin avec les poules et les personnes qui venaient ramener à manger aux poules et prendre des œufs en échange, etc. Donc il y a vraiment une série de projets qui ont été créés au sein de cette maison. Ça fait une dizaine d'années et ça continue toujours, ça fonctionne toujours. Et puis comme je l'ai dit, on a lancé une deuxième maison coopérative l'année passée au Verregat, la maison Le Romarin. Donc on espère qu'elle pourra fonctionner aussi longtemps et aussi bien que celle des Verts. On a aussi l'envie de pouvoir développer ça, étendre ça à d'autres quartiers, mais il faut pouvoir trouver les moyens financiers puisque la coopérative en elle-même ne les a pas. Et donc il faut qu'on puisse trouver des financements ailleurs qui puissent nous aider. Voilà, c'est quelques propos innovants peut-être en matière d'action sociale. J'imagine que c'est pour ça aussi qu'on nous a demandé de venir dans cette partie des projets innovants, parce que la coopérative locataire logement social, ça fait 100 ans que ça existe. Mais donc on doit se régénérer, se réinventer et retrouver des manières d'impliquer les locataires, aussi parce que dans nos organes de gestion, nous avons la moitié des sièges du conseil d'administration qui sont occupés par des locataires. Et donc c'est un enjeu aussi de pouvoir avoir des locataires qui ont envie de s'impliquer à un niveau de gestion qui est quand même assez élevé. Un conseil d'administration, c'est beaucoup de décisions à prendre sous un terme financier, en termes de marché public, etc. Donc, il faut vraiment susciter une motivation et on constate que c'est d'abord la motivation et l'implication qui se fait au niveau du quartier, au niveau local, et qu'après, on peut arriver à avoir des personnes qui se développent sur l'ensemble de la coopérative. Je vous remercie. Et donc, on accueille maintenant Dimitri Berliner de Coopérative bruxelloise d'Habitat. Voilà. 10 minutes aussi. Ça marche? Ouais, on m'entend. Bonsoir Bruxelles, comment ça va? Excusez-moi, je sais que je vous prends juste pile poil après la digestion. Il fait beau, on a envie d'être dehors avec les agriculteurs, je sais. Mais j'ai la lourde tâche de clôturer ces initiatives bruxelloises. Alors contrairement à tout ce qu'on vous a expliqué, moi je vais vous parler du futur, étant donné que pour le moment on n'a encore pas fait grand-chose. Donc c'est ma lourde tâche de vous expliquer ce qu'on a déjà fait et ce qu'on ambitionne de faire dans la suite. Ce que je vais vous raconter ne va pas changer fondamentalement de ce que vous avez entendu. Mais avec le nom, on a une petite idée de ce qui va peut-être changer pour Bruxelles. Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas nous? Je vais commencer par une petite question. Si je vous dis 90 000 €, ça correspond à quoi?
C'est un beau van, c'est même plutôt un camping-car à ce moment-là. Alors si c'est vrai, c'est complètement au hasard, oui peut-être. L'achat d'un code d'étudiant. Pardon? C'est le prix d'un code d'étudiant. Ok, ça je savais pas non plus. Non, c'est aujourd'hui à peu près le pourcentage d'apport en fonds propres qu'il vous faut pour structurer un crédit hypothécaire auprès d'une banque au taux d'aujourd'hui pour acheter une surface moyenne à Bruxelles. Ok, 100 mètres carrés à 3 500 € du mètre carré, ça fait 350 000 €, on prend 30% de ça, on est à peu près autour de ça. Ok. Alors, je ne vais pas faire un sondage parce que c'est tabou de parler d'argent, moi je ne les ai pas, tout simplement. Et ça ressemble un peu au rêve américain, sauf qu'ici on est en Belgique, donc j'ai décidé d'appeler ça le rêve américain frites. Et c'est très simple, si vous avez l'argent pour aller dans une bonne boucherie, vous êtes sûr de ne pas avoir d'indigestion avec votre américain. Si par contre, vous n'avez pas l'argent, vous allez aller dans des boucheries où la chaîne du froid n'est peut-être pas leur spécialité, et là, on a un problème. Et ce problème, c'est tout simplement que ça devient de plus en plus compliqué d'accéder à la propriété individuelle. Ok. Mais moi, ce que je veux, c'est pas tant être propriétaire. C'est chouette, il y a un papier qui vient avec. Je pense que c'est un statut social, c'est comme avoir une grosse bagnole. Mais ce que je recherche, moi, c'est surtout la stabilité, la sécurité que la location ne peut pas vraiment m'offrir. Hein. La location, grosso modo, c'est donner de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous traite pas toujours bien et sur qui on n'a pas vraiment de prise. Qui a d'ailleurs beaucoup de prise sur notre vie, parce que d'un jour à l'autre, cette personne peut débarquer en disant « Je pense que mes enfants vont s'installer dans votre logement », et puis vous vous dites « Bah oui, pas de problème, allez-y, je vous en prie, hein, ils ont bien le droit après tout ». Donc est-ce que c'est possible ça, hein, d'acheter, mais en n'ayant pas trop d'argent, et puis d'avoir cette stabilité? Alors quelque chose que peut-être que je vais rajouter en plus sur ces 90 000 €, c'est complètement une somme fictive, hein, c'est que quand on gagne le revenu médian à Bruxelles, qui est 3 500 € brut par mois, si vous mettez de côté 500 € par mois, c'est beaucoup, il vous faut 15 ans de travail pour mettre cette somme de côté. Hein. C'est à peu près, on va dire, un tiers pour des gens qui bossent beaucoup, hein, avec les pensions qui vont reculer. C'est un tiers d'une vie active pour se payer 100 mètres carrés d'appartement. Et peut-être pas dans le meilleur quartier de Bruxelles. Alors, est-ce que c'est possible? Ok, on vient en parler toute la journée, je ne vais pas vous refaire le spiel. J'aimerais être un peu piquant. Nicolas m'a dit qu'il fallait que je ne sois pas trop méchant, mais quand même, je vais attirer votre attention sur la partie innovante de tout ce dont on vient de parler. L'orateur juste avant moi l'a dit, il y a des choses qui existent depuis 100 ans, depuis plus longtemps que ça en Suisse. Je pense que dire que la coopérative d'habitation, c'est un modèle innovant, c'est comme parler de la disruptivité de l'eau chaude en Belgique au XXIe siècle. Je ne suis pas sûr. Je pense que les gens ont déjà une petite idée de ce que ça parle. Mais par contre, ce que nous on a fait, c'est qu'on a été s'inspirer. On a été à Zurich, on a été à Genève, on a vu que là-bas tout était beau et propre, bon, parce que c'est la Suisse aussi, mais qu'en tout cas ils avaient un modèle de logement abordable qui pouvait répondre à ce problème de « tiens, j'ai pas d'argent, mais par contre je recherche la stabilité ». Et du coup, on s'est dit ah ben, nous aussi on va faire la même chose, hein, ça a l'air hyper bien. Et donc ce qu'on propose, c'est un petit ticket d'entrée. Donc on vous achetez une part, vous devenez propriétaire de la société coopérative. On pense entre 20 et 30 000 €. C'est quelque chose qui, voilà, c'est moins que 90 000, ça reste quand même beaucoup. On essaye de faire diminuer ça au plus, mais c'est difficile d'aller à la banque en disant « Eh, salut, on n'a vraiment pas du tout d'argent, vous pouvez faire quoi pour nous ?» En général, la réponse c'est rien, merci, au revoir. Donc voilà. La relation que vous avez par contre vis-à-vis de votre appartement, c'est celle d'un locataire. Alors, a priori, Nicolas a abordé les aspects légaux du droit de superficie, de tout ça. Locataire, c'est hyper bien pour une raison. Hein. Si votre chaudière, elle tombe en panne, vous n'avez pas à galérer tout seul ou toute seule. Vous appelez la coopérative, vous dites « ma chaudière est en panne ». Et puis quelqu'un arrive. On espère dans la semaine, parce que sinon... voilà. Le but, c'est de développer des loyers à prix coûtant. Alors là-dedans, il y a des marges de sécurité. Ce ne sera pas vraiment râle et pâquerette, mais on va essayer d'être le moins cher possible. Le moins cher possible, je pense aujourd'hui à Bruxelles que ça veut dire au prix du marché actuel.
Là où on espère gagner, c'est sur une durée plus longue. C'est de se dire que comme on va peu ou pas indexer, aujourd'hui ce sera au prix du marché, mais dans 15 ans, quand le marché aura doublé, c'est à peu près ça le temps caractéristique de doublement du marché locatif à Bruxelles, eh bien vous disposerez d'un loyer qui est 50% du marché. Je ne sais pas si on peut faire mieux que ça, j'espère que oui. Tout comme nos amis de Suisse, de Wallonie et de Flandre, on adore les équipements mutualisés, c'est vrai. Pourquoi est-ce que chacune devrait avoir sa propre machine à laver? Alors si vous préférez Miele plutôt que Siemens, ça vaut le coup, mais si jamais vous vous en foutez, en fait on n'a qu'à les partager. Mais pas que ça, aussi avoir une cantine, une buanderie, une chambre d'amis, une garderie, un sauna, pourquoi pas. Tout est envisageable. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, il ne faut pas faire ça dans chaque cas, mais voilà. La gestion, et ça je pense que c'est aussi hyper important, se ferait par les habitants et les habitantes directement. C'est impliquant, ça implique beaucoup de choses, mais ça permet aussi de se retrouver dans ce, comment on va dire, cet entre-deux propriétaire-locataire. Oui, voilà, merci. Alors j'ai parlé de la propriété individuelle, machin et tout. Le rêve américain frites, c'est la brique dans le ventre. Hein. C'est ce qu'on nous dit Enfin moi, on m'a répété ça depuis tout petit, qu'il fallait acheter le plus vite possible et le plus possible. C'était d'office rentable. J'aime bien faire un petit mot là-dessus en disant qu'en fait, c'est pas vrai. On m'a menti, on vous a menti. Mais comme l'américain frites, hein, c'est ça. Si vous avez le capital, en fait, c'est une promenade de santé. Si vous ne l'avez pas, moi je connais plusieurs personnes pour qui acheter a été réellement un parcours du combattant et entraîné énormément de problèmes pour elles et eux. Mais on l'a déjà dit, on a de la chance, la société coopérative existe dans le CSA, on a de la chance, c'est de plus en plus dur de se loger décemment à Bruxelles, donc on cherche des modèles alternatifs, c'est-à-dire qui n'existent pas à Bruxelles, ça laisse de la place pour la coopérative. Et on a de la chance, nous avons des bailleurs fonciers publics qui disposent déjà de terrains, qui pourraient nous les prêter via l'amphithéose. Ce serait formidable, ça, non? Par contre, ce qui n'existe pas encore en Belgique, peut-être qu'il faudrait créer une société coopérative. En fait, ça nécessite 7 personnes et une après-midi pour aller signer des trucs chez le notaire. Au lieu de 3 mois d'expertise juridique avec 4 personnes différentes et des prises de tête. De manière générale, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir transposer l'ensemble des mesures d'incitation de cet américain frites, de cette propriété individuelle, à la propriété en société. Tout ce que le fonds du logement, Rénolution, tout ce que ça fait, pouvoir juste dire « Ah oui, les sociétés coopératives d'habitation agréées peuvent le faire également ». Ce qui nous aiderait beaucoup aussi, c'est des garanties bancaires. Parce qu'en fait, on n'a pas d'argent, ça ne va pas s'inventer. Il ne va pas apparaître miraculeusement parce qu'on a fait une société coopérative. Finalement, moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est un mécanisme de levier. Toutes ces aides de l'État, parce qu'il faut qu'il y en ait, elles se font pour lancer la machine. Et une fois que la machine est lancée, que la coopérative a un premier bâtiment, disons un deuxième, parce que c'est ça notre ambition, c'est qu'il y ait plusieurs bâtiments, chaque opération se fait avec une difficulté qui est décroissante. Vu qu'il y a déjà du collatéral, il y a déjà des bâtiments, le modèle est éprouvé, on n'a pas besoin de rajouter encore et encore des conditions et des garanties à des prêts hypothécaires ou à d'autres choses. C'est donc l'effet levier, c'est pour ça que j'ai mis cette magnifique petite photo, on les adore, ce sera nous peut-être dans quelques années. Alors où est-ce qu'on en est? Et très rapidement, c'est mon avant-dernière slide et après je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour nous. En 2022, on a eu des idées. En 2023, on s'est inspiré, c'est-à-dire qu'on a été voir à Zurich et à Genève, et on a créé, ça c'est nous, pour la signature de l'acte de constitution. Ouais, voilà, c'était un chouette moment. Ça coûte cher. Et en 2024, le but c'est de commencer à rassembler autour de nous des personnes qui voudraient vivre à Bruxelles dans un habitat coopératif et commencer à rechercher des bâtiments qui pourraient nous héberger tous et toutes. Et en 2025, on le fait. C'est bon, on fait sortir la brique de terre, on rénove, on y va, bim bam boum.
Alors comment est-ce que vous pouvez vous impliquer dans Koba? Excellente question, je vois que tout le monde trépigne d'impatience à l'idée de pouvoir nous rejoindre. Alors vous pouvez devenir membre sympathisant de la coopérative. Vous achetez une part sympathisant à 25 €, c'est super chouette. Et puis vous pouvez en parler à Noël, c'est clivant, ça fait débat, c'est trop bien. Vous pouvez rejoindre le projet d'habitat. Okay. Là, la part est à 500 €. À la fin, il va falloir mettre entre 20 et 30 000 €. Et évidemment, le but, c'est qu'on se mette tous et toutes autour de la table, autour des plans, pour décider à quoi va ressembler notre habitat tous ensemble. Mais si vous avez plein d'argent et ou des bâtiments et ou plein d'idées, vous pouvez aussi financer notre projet. Sait-on jamais, des millions en dessous de la carpette. Vous pouvez devenir membre investisseur et donner du sens à votre épargne. Vous pouvez également nous faire un don. Mais en tout cas, c'est le moment de nous rejoindre dans cette aventure. Vous pouvez nous écrire un mail à info@koba.coop ou regarder sur notre site qui est encore en construction, mais qui claque déjà. Merci beaucoup.